Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du décryptage sur Prime News Télévision. Au cœur de nos échanges en plateau, trois différents sujets ayant trait à la diplomatie. Patrice Talon a reçu l'ambassadeur béninois près le Niger, Gildas à Goncan, et puis on parlera de cette affaire de vindicte populaire au niveau de la commune de Niki. On finira par l'interpellation d'une vingtaine de travailleuses de sexe à Cotonou, tout ceci avec Henri Yambaudet. Henri Yambaudet, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de Prime News TV. C'est un plaisir de partager ce plateau de décryptage avec vous. Merci beaucoup, le plaisir il est toujours partagé. Dès que vous faites le déplacement, merci de nous honorer. Vous êtes par ailleurs journaliste, rédacteur en chef de Radio Tado FM dans la commune d'Abomey-Calavi. Absolument. Alors, commençons par le tout premier sujet. Au niveau de la diplomatie, on sait que Gildas Agoncan a été reçu par les autorités du Niger il y a quelque temps en arrière. On a appris en début de semaine que le chef de l'État, Patrice Talon, l'a reçu aussi. Est-ce que cela vient quelque peu conforter les démarches qui ont été déclenchées depuis quelques semaines déjà entre les deux pays, le Bénin et le Niger? Mais non, c'est un acte. Il faut déjà dire que depuis quelque temps, on a constaté les signes de normalisation de cette crise qui a opposé notre pays, le Bénin, au Niger, avec bien évidemment, je ne vous fais pas l'historique des démarches qui ont conduit à cette normalisation, avec une initiative privée des anciens présidents, ça va, Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. Bien, il y a également que l'ambassadeur que vous évoquez, Goncan, Gildas Agoncan, a été reçu par les autorités adjointes au pouvoir. Oui. Et donc, il y a déjà des signes qui annonçaient que les liens qui existent entre le Bénin et le Niger, qui entre-temps, ce lien a été un peu secoué par une crise, ce lien donc devient un peu fraternel. Et donc, si Gildas Agoncan a été reçu par le président de la République en début de semaine et à sa sortie, il dit que le président est ouvert et engagé à continuer donc de faire tout ce qui est à son pouvoir pour que les relations soient normales. Je pense que c'est à saluer et nous faisons partie de ces Béninois qui avons appelé bien évidemment à ce qu'on fait table rase de tout ce qu'il y a eu comme problème et qu'on regarde dans l'avenir ensemble avec le Niger. Et le président Patrice Talon également a eu une rencontre avec la presse, avait dit qu'il y a un temps pour juger, il y a un temps également pour comprendre l'acte qui a été posé. Donc forcément, aujourd'hui, si Gildas Agoncan sort et nous dit que le président est ouvert et s'engage à plus d'action pour que les relations qui existent entre le Bénin et le Niger soient normalisées. Oui, il dit exactement ceci. Il a vu un président de la République ouvert pour la concrétisation de toutes les initiatives allant dans le sens d'une entente durable entre les deux pays, le Bénin et le Niger. Oui, il faut déjà faire noter que Patrice Talon a fait remarquer cela quand il a reçu les anciens présidents, parce qu'il a dit que quand les anciens présidents ont fait le tour au Niger pour aller rencontrer la junte au pouvoir, pour discuter, pour parler, de voir dans quelle mesure normaliser les relations, dans quelle mesure arranger les choses pour que la crise ne dure pas trop. Mais il y a d'autres langues, il y a d'aucuns qui avaient annoncé que Patrice Talon ne les recevrait pas parce que ils n'ont pas annoncé leur départ, ils n'ont pas annoncé, il y a beaucoup de polémiques autour. On aurait estimé qu'il n'aurait pas eu l'onction de Patrice Talon bien évidemment, avant de faire cette démarche. Cette démarche-là. Donc, mais quand il a reçu les anciens présidents hors micro, hors caméra, hors même cadre officiel, voilà, on peut déjà analyser et peut dire que oui, Patrice Talon est ouvert désormais au dialogue et seuls les imbéciles ne changent pas. Dire qu'il est ouvert, c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'intérêt dans cette affaire-là, beaucoup d'intérêt, beaucoup de gains à gagner au Bénin. Donc il faut déjà que ça continue. Est-ce qu'après cette étape, Gildas Agoncan peut aller maintenant siéger en toute tranquillité au Niger quand on sait que
la situation au Niger n'est pas encore des plus apaisées totalement. La junte est toujours là, tout le monde le sait. Non, non. Est-ce que c'est La junte ne quittera pas le envisageable? pouvoir d'ici Ouais. 2 ans parce qu'ils sont venus pour diriger le pays et ils mettent tout en œuvre pour montrer qu'ils sont là pour diriger le pays. J'étais à Sagoncan, quand sa lettre de créance a été reçue, il y a un acte qui annonce qu'il peut s'installer. C'est un acte déjà qui annonce qu'il est reconnu en tant qu'ambassadeur. Il a un grand rôle à jouer entre les deux pays en tant qu'ambassadeur, entre le Niger et le Bénin, en tant que peut-être parlerai de passerelle entre le Bénin et le Niger. Donc forcément, Jacques Conca peut aller s'installer. Donc il a quitté le Niger pour venir rendre compte au président Patrice Talon. Il y a beaucoup de choses qui seront faites au micro, aux caméras, pour que ce que nous attendons de ces deux pays-là, de notre pays, soit réalisé. Et donc forcément, Jacques Conca peut déjà bomber le torse pour dire qu'il est ambassadeur plein. Oui, mais c'est quand même assez rare, hein. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé par le passé que d'être ambassadeur dans un pays qui autrefois a connu la démocratie, mais qui aujourd'hui est dirigé par une junte. Est-ce que psychologiquement, bon, c'est vrai, on n'est pas des psychologues, on fait des conjectures, mais est-ce que psychologiquement, quelque chose ne change pas, justement au niveau de la sphère, être d'un pays démocratique, aller siéger dans un pays dirigé par une junte, après un coup d'État, tout ce qu'on sait, est-ce que psychologiquement et sociologiquement, ça ne pèse pas? Ça va peser dans les échanges, parce que ce ne sera pas la même voix, qu'on va parler désormais. Parce que quand vous parlez, donc, quand vous prenez un État démocratique, et donc il y a des actes qu'on peut poser qui n'entraveraient pas la bonne démarche. Il y a que au niveau d'un État qui a connu un coup d'État et qui, parce que vous savez, la junte au pouvoir dit toujours que elle est là pour diriger le pays, elle est là pour que les Nigériens trouvent le bonheur. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Ils ont trouvé le bonheur depuis qu'ils sont là. Non, il faut qu'on descende d'abord au Niger pour savoir si sur les 3 repas là, les Nigériens arrivent à avoir 2,5 au moins avec l'arrivée donc de la junte pour pouvoir. Parce que quand la situation, on parlait de terrorisme qui continuait toujours. Aujourd'hui, est-ce que la situation avec les terroristes, est-ce que ça a connu une amélioration ou bien ça continue toujours d'être remarqué? Il y a tout ça là qu'il faut mettre dans la balance pour voir si vraiment la junte au pouvoir a apporté quelque chose de nouveau aux citoyens nigériens. Maintenant, en revenant donc à votre question, oui, il y a forcément qu'il va changer. Il y a une autre manière de faire les choses quand c'est un État démocratique et quand c'est un État qui est sous le coup de la dictature, entre griffes, de la junte, avec les militaires, il y a forcément des choses, et on ne va pas respecter. Les habitudes ne sont pas forcément les mêmes. Ouais. Donc, Jida Kakoka va essayer de se mettre dans la même dynamique que la junte au pouvoir pour qu'il ne soit pas vu autrement par cette junte au pouvoir. Parce que d'abord, il faut rappeler qu'il y a un malentendu, il y a une crise. Donc, il a tout fait pour que la junte au pouvoir le regarde comme quelqu'un qui est là pour travailler vraiment avec eux. Avec eux. D'accord. On lui souhaite de réussir sa mission puisque c'est quand même un compatriote qui représente valablement le Bénin. Voilà, on va rester toujours au Bénin pour aller à Niki. On ne va pas parler de la Gani. On sait que Niki, c'est la capitale de la Gani. Mais on va parler de la Vindite populaire qui a refait surface. On en sait un peu plus depuis ce 1er septembre. Il y a eu une affaire concernant 2 voleurs présumés, justement. L'un a pu avoir la vie sauve parce que les forces de l'ordre sont venues à temps, mais il y a son second qui a été récupéré par la population, brûlé vif. On sait que la vindite populaire, ce n'est pas une bonne chose. Cette affaire était du passé depuis un temps, mais petitement, on sent que le phénomène refait surface. Vous savez, j'ai la chair de poule quand on évoque toujours cette situation ignoble, quand on évoque cette situation. Parce que je ne vois pas un homme qui
prend un fer ou bien n'importe quoi pour achever son vis-à-vis parce que tout simplement, il a peut-être pris un coq, un poulet. C'est un acte qu'il faut condamner. C'est un acte qu'il faut condamner, mais il y a une cause, il y a une raison. Je ne vais pas justifier ça. Mais c'est parce que tout simplement, les gens ne pas, pour ce que j'entends là, ne pas confiance à la justice. On dit, bon, quand on l'amène à la justice, il va ressortir demain. Mais on ne pense pas à ce que on peut encore récupérer la personne. Au lieu de le tuer, au lieu de tuer donc cette personne-là, on peut la récupérer. Après que la personne fasse face à la justice et qu'elle réponde de ses actes. Mais parce qu'on n'a pas confiance à la justice, on préfère prendre ces circuits-là et achever la personne. C'est pas bien, c'est pas bien. On a connu des gens, des innocents qui ont été tués. Encore que là, le voleur n'est pas encore jugé. Donc c'est un présumé. Et donc ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là devront être jugés et montrer l'exemple aux autres que c'est pas la meilleure voie à prendre, c'est pas la meilleure option pour juger quelque chose. Il faut faire confiance à la justice. Quand vous prenez un voleur, présumé voleur, il faut aller le confier à la police, et la justice fera son travail. Selon ce qu'on a lu, selon l'Œil du Bénin, les deux individus appartiendraient à un réseau de bandits spécialisés dans le vol de motos et des braquages à main armée. Donc, même si c'est le cas, cela ne justifie pas que la population veuille se faire justice elle-même. Voilà, c'est ce que je dis. La population n'a pas de raison, on n'a pas à justifier que oui, parce que ils font partie d'un réseau de braquage, ils font partie de... Non, on a connu des gens qui ont été de grands voleurs, oui, reconnus, même pris en flagrant délit, mais qui après des années se sont reconvertis. Et donc on peut toutefois psychologiquement travailler sur ces gens-là au lieu de chercher à les achever, à les achever pour dire que bon, on se fait justice. Non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais c'est aussi condamnable, hein, un acte condamnable. Absolument, c'est pénal. De tuer voilà quelqu'un comme ça, on se jette sur lui avec de l'essence, des bâtons et tout ce qu'on veut pour l'achever. L'apologie, mais c'est condamnable. Et moi, d'abord, on se rappelle de cette histoire de Dogo, bien, parce que nous passons toujours dans le Nord Bénin, où un innocent a été pris en aparté par des gens et on lui a fait la fête. C'était un jeune étudiant. Un jeune étudiant. Et quand on a fait l'enquête, finalement, c'était un innocent. Donc, on peut dans la foulée, on peut prendre quelqu'un qui n'a pas commis l'acte et on lui applique cette sanction-là, qui n'est pas réglementaire. Je pense qu'il faut déjà aller faire confiance à la justice pour dire, dès qu'on prend un voleur, dès qu'on prend quelqu'un qui a commis un acte, il faut confier cette personne-là à la justice pour que la justice se charge de lui. Mais au lieu de chercher à opter pour la vérité populaire, qui est un acte pénal également. Il faut rappeler ça. Parce que ceux qui s'adonnent à cette option-là, si on prend 2-3 personnes et qu'on les jette en prison, elles sauront que oui, on ne devait pas, c'est pas le bon jugement à faire. C'est la justice qui se charge de faire le jugement. Donc, moi, je pense que les autorités également locales, au plus bas niveau, en quittant les chefs communaux, tout le monde doit les échelles aussi. On sait que, je le disais tantôt, hein, il y a une certaine recrudescence de ce phénomène-là, appelons-le ainsi. On sait que depuis juillet 2024, il y a eu 3 personnes présumées ritualistes d'argent qui ont été victimes de vindictes populaires. Ça, c'était à Natitengu, précisément dans l'arrondissement de Kotopunga. Toujours en juillet, un bouvier a été lynché par une population furieuse à Lokossa, accusé d'avoir tué un agriculteur. La liste des incidents est longue. Et donc, il faudrait qu'on en finisse et que peut-être les acteurs de la justice sensibilisent davantage aussi les populations et passent à la répression aussi. Oui, en accordant donc ce plateau, en mettant au menu ce sujet, vous faites déjà votre travail, en sensibilisant donc ceux qui vont nous suivre en disant que c'est pas un acte à commettre, c'est pas un acte à encourager. Maintenant, quand on prend, je laisse les autorités municipales, communales et tout le reste, il faut déjà montrer, parce que les gens ne sortent pas de nulle part pour commencer par à commettre cette bêtise-là. Ces gens sont dans la population. Et donc, quand on prend un voleur, un présumé voleur,
le premier acte à poser, c'est d'aller le confier peut-être à la police ou bien à l'élu local pour dire on a pris telle personne, même en flagrant délit, on a pris telle personne et on le confie à la justice. Mais au lieu de s'adonner à ça, cette option n'est pas la meilleure. Il faut rappeler que c'est pénal. Il faut, et s'il faut même organiser des séances grand public pour montrer aux gens que en réalité la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Et la sacrée et inviolable selon notre constitution. Et la constitution, oui. Donc, quelqu'un qui s'attaque à la vie humaine doit être jugé aussi, donc envoyé en prison. Ouais. D'accord. Il faut arrêter avec la vindicte populaire. Ce n'est pas une bonne chose si vous nous suivez. Sachez que ce n'est pas une bonne chose et c'est condamné justement. C'est pénalement condamnable. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Voilà. On va parler maintenant des travailleuses de sexe pour finir. Vous la connaissez? Pourquoi vous souriez à l'évocation du sujet, Henri Yambonnet? Ça vous rappelle des soirées Non, pas les soirées. Des soirées arrosées? Qui les connaît pas? C'est des filles. Ou des instants de plaisir qui ne s'effacent pas rapidement de votre mémoire? Non, j'ai eu à conduire une mini-enquête dans l'univers des travailleuses de sexe. Puisque vous êtes journaliste, donc journaliste d'investigation. Vous avez investigué dans ce domaine auprès des travailleuses de sexe. Et vous en gardez de très bons souvenirs, visiblement. Oui, de très belles relations. Ah bon, avec elle? Relation, oui. Très belle relation avec elle. Si je prends mon téléphone, je l'appelle, on peut parler. Parce que j'ai eu le temps de tisser un lien fraternel avec elle. Ah, d'accord. Mais c'est une travail de sexe d'un niveau supérieur. Ah bon, c'est-à-dire? Parce que ça existe. Ce travail-là, bon, on ne va pas revenir sur les implications et tout le reste, mais il faut dire que c'est différentes catégories, différents paliers. Il y a celles qui sont VIP, celles qui sont dans les maisons closes, il y a celles qui se promènent aux abords sur les artères. Donc c'est celles-là qui ont été appréhendées par la police. Il faut peut-être justifier également ce stade de la police. Oui, si c'est à cause de la prostitution, c'est pas pénal. Elles peuvent vaquer alors. C'est comme un tout autre travail. C'est comme le journalisme, voilà. Ah bon. Oui, mais ce qui est évoqué là, c'est le racolage qui est condamnable. Parce oui, que là, il faut préciser avant de vous laisser continuer qu'il y a une vingtaine de travailleuses de sexe qui ont été interpellées justement pour éviter le racolage. Et puis, on nous dit aussi que ça participe de l'assainissement de la ville aussi. Oui, dans la zone qui a été indiquée là, c'est une zone stratégique. Vous savez, depuis quelques temps, Cotonou, on veut prendre Cotonou comme la ville la plus belle de l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font là pour que Cotonou soit la vitrine du Bénin. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui donne la beauté absolument, à la ville de absolument. Il y a des... Bon, aller s'exposer comme ça qui n'est pas bon. Peut-être si ces travailleurs de sexe là choisissent d'autres zones, elles ne seront pas chassées. Quand on parle de l'aéroport, vous savez, c'est quand les gens se descendent, quand ils viennent au Bénin, l'aéroport, zone Togo et tout le reste, vous voyez, automatiquement... C'est peut-être pour accueillir les touristes, les étrangers qui arrivent. Ah oui, mais là, non. Je pense qu'elles peuvent chercher d'autres moyens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de prostituée, de travail de sexe, vous savez, j'ai parlé de VIP, de travail de sexe VIP. Vous savez, elles donnent leur numéro, elles ont des contacts, elles ont un catalogue... oui, c'est ça, hein, un répertoire. Avec des photos et tout. Des photos et tout. Il y en a qui ont des bureaux, des maisons, des appartements aussi. C'est pas comme avant où on les voit dans les coins de la rue et tout le reste, mais à Cotonou, c'est les travailleurs de sexe VIP. Et moi, j'ai fait un travail... C'est pour toutes les catégories de clients. Absolument, j'ai fait un travail au stade où j'ai rencontré une dame bien potelée. Là, il faut dire, bien potelée. J'ai parlé avec une d'abord qui m'a dit avec 2500 c'est bon et tout le reste, mais elle m'a dit 15 000 francs. J'ai dit pourquoi ton prix est différent de celle des... bon, le prix des autres. Elle m'a dit non, moi je ne suis pas comme tout le monde qui... je ne suis pas comme les autres filles qui prennent tout client. Oui, si je suis avec vous, je suis à votre disposition toute la nuit. Ah, d'accord. Vous voyez, toute elle fait un paquet en fait. Voilà, donc si vous sortez avec elle le soir à 18h, c'est qu'elle est avec vous jusqu'au lendemain, 8h, elle vous prépare à manger, donc elle se met à votre service. Vous voyez, c'est VIP. Maintenant, celles qui se mettent
dans... Au bord des trottoirs et autres, non, c'est pas encore... Ils peuvent avoir une dizaine ou quinzaine la nuit. Et donc, il faut les chasser. Il faut aller leur demander d'aller trouver quelque part une maison close pour faire le travail. Et donc, les clients iront vers elle là pour s'offrir le service. C'est ça aussi. Mais est-ce que justement, en les interpellant de cette façon, cela règle vraiment le phénomène? Parce qu'on a l'habitude de surnommer la prostitution comme étant le plus vieux métier au monde. Et donc, est-ce que quelque part, ce n'est pas les réorienter ailleurs que de procéder à ces interpellations-là? C'est une filière qui est bien organisée. Hein. Quand vous allez dans des zones où ils ont la maison close, si vous n'avez pas fait et que vous voulez brutaliser, par exemple, une travailleuse de sexe, il y a quelqu'un qui surgit quelque part et vous prend en charge. Ah bon? Oui. Il y a que celles qui se mettent au bord des voies n'ont pas une organisation bien structurée. Et donc, en les renvoyant, ce n'est pas la meilleure solution pour finir avec ce travail-là. Je pense que il faut peut-être appeler leurs responsables, le président pour dire, écoute, tes amis là, il faut leur dire de ne pas aller dans cet endroit-là, dans cette zone-là, parce que c'est des zones privilégiées et tout le reste. On n'aimerait pas vous voir dans cette zone-là. Maintenant, vous pouvez aller dans telle zone, dans d'autres zones pour travailler, pour faire votre travail. Ça, c'est libre. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est pas en le prenant en charge, en les interpellant que ça va finir, non. Ça va continuer. Même après, c'est sur des générations, hein, ça va continuer. Maintenant, parce qu'il y a eu comment on dit ça, les busy, il y a les réseaux sociaux qui font également que il y a de la finesse dans la chose aujourd'hui. D'autres peuvent vous envoyer un message pour dire si vous voulez être servi, je suis disponible. Celles-là sont différentes de celles qui vont se mettre sur les artères. Sur les artères, ils ont digitalisé la prostitution aujourd'hui. Ah oui, et c'est à leur actif. Il faut dire que ça marche très fort aussi. Bon, d'accord. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez faire... Un tour, c'est ça? Oui, vous pouvez rentrer dans faire un tour d'investigation, c'est ça? Oui, allez les voir aujourd'hui ou bien demain ou après-demain. Si en les ravant de cette zone-là, s'il n'y a pas d'autres qui vont venir, il y a d'autres qui vont venir, qui vont rester peut-être pas dans la zone, pas au même endroit, mais aller chercher d'autres pour rester. Parce que, oui, ça fait nourrir la famille. Hein. Elle contribue également au développement du pays. Ah oui, vous l'avez dit. C'est vrai, on en parle peut-être en rigolant, mais c'est un phénomène qui existe. Et voilà, même si rien ne pourrait justifier ça, il y en a quand même qui s'en sortent et qui ont quand même qui font recette avec ça chaque soir pour subvenir à d'autres besoins aussi. Il y a des gens, quand vous les voyez dans la journée, elles sont bien potelées, bien habillées, tout le reste, mais vous ne savez pas qu'elles sont... J'ai rencontré, par exemple, un atelier d'une structure, je ne vais pas appeler le nom, j'ai rencontré deux travail de sexe, on dit TS. C'est la première fois que je prends contact avec elle. Elle m'a dit, TS, j'ai dit, c'est quoi TS? Bon, on a parlé, mais vous ne pouvez pas savoir que c'est des mères de famille, mais qui vous disent tout simplement que elles le font parce que elles ont des obligations envers leurs enfants, envers leur famille. Et donc, c'est la seule fois qui s'offre, oui, entre griffes, pas la seule fois. Oui, on peut faire d'autres travail, mais là, c'est la seule voie qui s'offre à elle pour subvenir à la maison. J'ai vu une dame très belle. Sa beauté vous a foudroyé? Non, le jour que je l'ai rencontrée, je me dis, non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas TS. Elle m'a dit, oui, je suis TS. Je suis TS. C'est vrai, tout le monde me dit que je ne peux pas faire ça, mais je le fais parce que je suis confronté à une situation. Son mari est décédé et elle doit s'occuper de ses trois enfants. Seul. La famille, les membres de sa famille l'ont chassé. Donc, il y a beaucoup d'autres situations qui ont conduit les gens à commencer ce travail-là. Mais elles ont amélioré ça. Elles ont donné un peu de finesse à ça. Elles ont modernisé ça, tout simplement. Oui, voilà le mot. D'accord. Vous y connaissez un peu. Donc, non, bon, je suivais vos explications, rien. Merci beaucoup quand même. Merci. Oui, c'est passionnant hein, ce sujet. On rappelle tout simplement qu'on ne juge pas les travailleuses de sexe. Loin s'en faut, on ne vous jette pas la pierre. C'est un phénomène qu'on décortique au détour de cette interpellation d'une vingtaine de travailleuses de sexe à Cotonou. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de radio Tado FM. Merci d'être passé. C'est un plaisir.
d'être associé toujours à ce plateau. Mm. Invitez-nous quand vous voulez. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, cher ami Henri Yambolé. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. Ce fut un plaisir. À demain.